dit, je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Quand moi j'ai interpellé Olivier Dussopt, la réponse la plus hallucinante que j'ai rarement entendue et que d'autres, tout le monde m'a dit, mais c'est quand même incroyable qu'un ministre un peu poussé à bout, un peu retranché dans les cordes, si j'ose dire, à la fin dit, je n'ai pas à rendre compte, quoi. C'est lunaire qu'un ministre dise, je n'ai pas à rendre compte, et il ajoute sur la manière dont je construis mes prévisions. Et d'une certaine manière, avec l'avis du Conseil d'État, c'était, je n'ai pas à rendre compte des choix juridiques que j'ai faits et des risques juridiques que je prends. Réforme des retraites. Le court temps de débat à l'Assemblée s'est achevé vendredi. La discussion va déménager au Sénat et en parallèle, l'intersyndicale appelle à mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. C'est historique. Le climat est plus que tendu, que ce soit au Parlement ou dans la rue. En effet, cela fait plus d'un mois que la réforme a été présentée par le gouvernement et depuis, celui-ci ne cesse de se prendre les pieds dans le tapis entre la nécessité de la réforme, la question des femmes, la pénibilité ou encore ces fameux 1 200 € minimum par mois, qui était l'argument social de la majorité et qui depuis a été démonté. Désormais, nouvelle feuille de conduite pour la Macronie. On ne parle plus des 1 200 € bruts, mais de revalorisation. Et même les nouveaux chiffres sur le nombre de bénéficiaires de la revalorisation promise ont été redémontés, notamment par Jérôme Guedj, député du Parti socialiste, vice-président de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale à l'Assemblée, qui est allé les vérifier à la source, c'est-à-dire au siège de la sécurité sociale. Le député a manifestement pu consulter l'avis rendu par le Conseil d'État sur le texte réformant les retraites, ce qui pourrait ouvrir la voie à une remise en cause du projet de loi devant le Conseil constitutionnel. Jérôme Guedj est notre invité ce soir. Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on parle beaucoup de vous en ce moment, et d'ailleurs hier le site du quotidien Le Point nous annonçait que vous aviez réussi à consulter un avis du Conseil d'État la plus importante juridiction administrative française au sujet de la réforme des retraites telle que construite par l'exécutif Macron-Borne. Un avis qui serait manifestement pas très en faveur de la tactique mise en place par le gouvernement pour faire passer sa réforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, je peux évidemment vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis allé demander cet avis du Conseil d'État. Parce que derrière cette demande, il y a le questionnement qu'on a tous sur le choix du vecteur juridique fait par le gouvernement, puisqu'il a décidé de réformer les retraites en utilisant ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Et dans le cadre des textes budgétaires, l'avis du Conseil d'État, qui d'habitude est automatiquement rendu public, c'est le cas pour une loi ordinaire, et par exemple en 2020, pour la précédente tentative de réforme des retraites qui avait avorté, l'avis avait été rendu public parce que c'était une loi dite ordinaire. Et en choisissant ce PLFSS, eh bien, le gouvernement il a eu plusieurs effets bénéfiques qui lui vont bien, et notamment le fait de ne pas avoir à rendre public cet avis du Conseil d'État. Les autres effets attendus, on les connaît. C'est le fait qu'il y a le recours à ce fameux 47.1, c'est-à-dire cet article de la Constitution qui, pour les textes financiers comme un PLFSS, limite dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle il y aura au total uniquement 50 jours entre le 23 janvier, la date du dépôt du texte en Conseil des ministres, et la fin de l'examen. C'est aussi la raison pour laquelle il n'y a eu que la vingtaine de jours à l'Assemblée nationale et que vendredi à minuit, les choses se sont arrêtées. L'avantage du PLFSS aussi, c'est que en cas de 49.3, si jamais le gouvernement n'a pas de majorité, c'est un 49.3 qui ne vient pas tirer sur son quota du nombre de 49.3. Vous savez que c'est uniquement une seule fois par session que le gouvernement a le droit de faire un 49.3. Et par contre, sur les textes financiers, c'est autant de fois qu'il le veut. Et on l'a vu au moment du vote du budget et du vote du budget de la sécurité sociale à la fin de l'année dernière, il y a fait recours une dizaine de fois. Et donc, ce choix du PLFSS, depuis le début, il est questionné par plein de gens. D'abord sur le principe, en disant on ne réforme pas les retraites, et autour de réforme, je mets beaucoup de guillemets, parce que c'est une mesure de régression sociale, évidemment, avec le terme de réforme galvaudé, et beaucoup disaient, avec ce recours au PLFSS, on manque d'éclaircissement juridique, et donc cet avis du Conseil d'État n'était pas rendu public, ce qui est déjà en soi
une forme de déni démocratique. Le gouvernement a le choix de le rendre public s'il le souhaite. Il ne l'a pas fait. Et c'est là qu'on en vient au fond, parce que tout le monde se rendait compte. Il y avait même eu, a-t-on appris, des indiscrétions de la part du président du Conseil constitutionnel qui s'était interrogé en privé auprès de journalistes sur le fait que certaines des dispositions, d'après lui, ne trouveraient pas leur place, puisque un texte financier, comme le PLFSS, doit avoir des incidences financières sur l'année en cours. Et le texte que j'ai pu consulter, on va dire, alimente ces inquiétudes. Alors, je vous explique mes précautions oratoires, parce que moi, je suis un républicain, soucieux de l'état de droit. J'ai pu, en effet, me procurer ce texte contre la volonté du gouvernement, parce que, comme vous l'avez dit, je suis coprésident de cette mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, et ces coprésidents disposent d'un pouvoir d'investigation sur pièce et sur place, sur tout document, je cite, d'ordre administratif ou financier, qui ont trait au PLFSS. Donc, j'ai pu me le faire remettre. Mais ce document participe à la délibération et donc il est couvert par une autre disposition juridique, c'est là c'est un peu ubuesque, qui est qu'il est couvert par le secret des délibérations. Et donc moi, très concrètement, ce document, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai communiqué à aucun journaliste, je l'ai communiqué à aucun autre parlementaire et je n'ai pas le droit d'en faire état. Vous voyez bien le côté un peu ubuesque de la situation. Simplement, dans l'hémicycle, j'ai fait savoir que j'avais fait cette visite impromptue à Matignon pour me procurer ce document. Et après, des journalistes, vous l'avez mentionné, du Point et du Monde, sont allés faire leur job de journalistes et sont donc allés questionner pour voir sur chacun des points. Et donc, c'est d'une certaine manière Matignon, dans les articles mentionnés, et notamment celui de Bertrand Bissuel dans le Monde cet après-midi, qui a pointé les fragilités que nous intuitions les uns et les autres, à savoir qu'il y a quelques articles pour lesquels la question de leur constitutionnalité, en tous les cas leur solidité juridique, parce qu'ils sont dans le PLFSS, est questionnable. C'est le cas notamment du fameux index senior, vous savez, ce thermomètre pour demander aux entreprises de mesurer le taux d'emploi des seniors dans leur entreprise. On l'avait beaucoup combattu. D'ailleurs, l'article a même été rejeté dans le débat parlementaire parce qu'on trouvait que c'était un autotest bancal qui ne servait pas à grand-chose. Mais le Conseil d'État, comme d'autres, semble indiquer que ça n'a pas sa place dans un PLFSS puisque ça n'a pas d'impact financier, notamment pas d'impact financier en 2023. Mais au-delà des observations que le Conseil d'État peut être amené à faire, ce qui est intéressant, c'est que manifestement le gouvernement a passé outre et donc a pris le risque que certaines des dispositions ne soient pas juridiquement solides. Et au final, ce sera le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État émet un avis. À ce moment-là, il n'est pas juridiction administrative, il est conseil juridique du gouvernement. Donc, il émet un avis et il leur dit « Nous, on pense que ça n'a pas sa place dans le texte ». Le gouvernement prend ses responsabilités et, in fine, c'est le Conseil constitutionnel qui dira si ces articles-là sont conformes à la Constitution et, en l'occurrence, est-ce qu'ils ont leur place dans ce texte. Mais derrière cette démarche, moi, ce que je voulais surtout faire, c'était montrer d'abord que ce n'est pas normal qu'on n'ait pas un avis du Conseil d'État parce que le gouvernement décide de ne pas le communiquer. Alors, si ça avait été une réforme normale, il aurait été communiqué et ça aurait pu être évoqué et éclairé dans la discussion. Je trouve aussi très étonnante la réponse, je l'ai lu dans la presse, de Matignon qui dit, ou même de Stanislas Guerini sur un plateau télé tout à l'heure, le ministre de la fonction publique, qui dit, au pire, si ces dispositions sont censurées par le Conseil constitutionnel, on les remettra dans un autre texte. Ce qui, en creux, veut bien dire ce qu'on dit depuis le début, à savoir que le choix de ce vecteur juridique est vraiment une forme d'abus de procédure utilisée par le gouvernement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, pardon, mais... Vous avez pris le temps de la clarification, c'est très bien. Est-ce que vous comptez, vous, Jérôme Guedj, saisir le Conseil constitutionnel ? De toute façon, nous, on a dit comme parlementaires, en complément du mouvement social qui a son autonomie, du rejet populaire, nous, comme parlementaires, on allait s'opposer à ce texte par tous les moyens dont on peut disposer. Et au bout du processus, si on n'a pas réussi à empêcher l'adoption du texte au sein du Parlement, le dernier recours qu'on a, c'est de saisir le Conseil constitutionnel et il est quasi acquis. Et encore plus avec les billes, pardonnez-moi l'expression qu'on a pu déceler, que j'ai pu déceler dans cet avis, je m'inspirerai évidemment de cette analyse juridique, mais qui d'ailleurs, franchement, rejoint ce que de nombreux juristes, depuis le début, nous disaient sur ces fragilités juridiques. Alors après, il faut être lucide. Ces fragilités juridiques, elles portent sur des points spécifiques. Elles ne remettent pas en question
l'architecture globale de la réforme et notamment la mesure centrale qui est celle de l'allongement de 2 années de l'âge légal. Merci Madame la Présidente. Un mot peut-être, je cherche Monsieur Gage, en tout cas je cherche ses yeux. Mais d'abord pour retirer une expression malheureuse parce que elle est un peu grossière et j'en suis désolé. Donc je la retire si vous le voulez bien. La deuxième chose, c'est que je ne retire rien de ce que j'ai dit. Monsieur Isaac Sibyl vous l'a dit, je travaille avec mon cabinet, je travaille avec une multitude de services. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. Quand moi j'ai interpellé Olivier Dussopt, la réponse la plus hallucinante que j'ai rarement entendue et que d'autres, tout le monde m'a dit, mais c'est quand même incroyable qu'un ministre un peu poussé à bout, un peu retranché dans les cordes, si j'ose dire, à la fin dit, je n'ai pas à rendre compte, quoi. C'est lunaire qu'un ministre dise je n'ai pas à rendre compte et il ajoute sur la manière dont je construis mes prévisions. Et d'une certaine manière, avec l'avis du Conseil d'État, c'était je n'ai pas à rendre compte des choix juridiques que j'ai faits et des risques juridiques que je prends. Alors, vous avez une formule assez piquante lors d'une interview sur France Inter. Vous avez dit en gros que la réforme des retraites est frappée du syndrome Dracula. Elle n'aime pas être à la lumière. Et dans cette logique, vous n'avez eu de cesse de forcer les portes pour la rechercher justement, cette lumière, cette vérité, au point de vous pointer à la direction de la Sécurité sociale pour en savoir plus sur les chiffres avancés par le gouvernement sur les 1 200 € minimum ou les revalorisations des pensions retraite. On va regarder une petite vidéo avec vous qui résume un peu les événements des dernières semaines, autour des discours sur la réforme des retraites et ses supposés avantages. 1,8 million de retraités auront une revalorisation de leur retraite minimale qui tient compte du nombre d'années travaillées et du salaire. Il manque le chiffre magique de 1 200 €. Mais les 1 200 €, je le dis sur votre plateau, c'est une carrière complète au SMIC. Pardonnez-moi, on a beaucoup réécouté. Vous nous disiez... Prenez les archives. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Vous dire aujourd'hui, mois par mois, je sais exactement combien de personnes vont être concernées par un départ à la retraite avec 168 trimestres aujourd'hui, 172 demain, une moyenne au SMIC et à temps plein. C'est un exercice de voyance. Face à cette réforme, pour les retraités actuels, nous avons 17 millions de retraités. 1 800 000 retraités vont voir leur pension revalorisée. Parmi ce 1 800 000 retraités, vous en avez la moitié, c'est-à-dire 900 000, qui auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 €. Et comme ce sont les retraités actuels que nous avons une meilleure capacité à connaître leur situation, vous en avez même 125 000 qui vont aller jusqu'au maximum des 100 € de revalorisation. Ça signifie, et ça peut paraître peu, et en réalité c'est énorme. Et lorsqu'on regarde les futurs retraités, c'est un chiffre que j'ai donné à l'Assemblée nationale. Chaque année, vous avez 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension complète, une pension revalorisée, pardonnez-moi. Sur ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 €. Et quand on me dit, mais combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Donc on parle de ces nouveaux chiffres avancés par Olivier Dussopt. Vous êtes allé les vérifier à la source et assez vite, vous avez lancé la sonnette d'alarme. En gros, vous allez jusqu'à dire le ministre ment, si je comprends bien. Oui, parce qu'en fait, le dernier extrait que vous avez fait passer, c'est l'intervention d'Olivier Dussopt le jeudi 15 février au matin sur France Inter. Il s'avère que depuis plusieurs jours à l'Assemblée nationale, nous posions cette question parce qu'elle avait fait irruption dans le débat public, ça avait mis du temps. Il faut saluer d'ailleurs le travail d'experts, d'économistes, je pense notamment à Michael Zemmour, qui avait beaucoup alerté sur cet aspect des choses. Moi, je l'avais auditionné, rencontré plusieurs fois. On était plusieurs à essayer de tordre le cou à l'espèce de rouleau compresseur de communication qui fait que depuis le début, depuis le 23 janvier, de plateaux télé en matinale de radio, les ministres, mais aussi des figures éminentes de la Macronie comme Sylvain Maillard, Olivier Véran, Stanislas Guerini, Aurore Berger, etc., tout cela psalmodiait d'une certaine manière ces éléments de langage, mais de manière un peu raccourcie, en disant, voilà, 1 200 € de pension minimale. Celui qui s'est pris le plus
pris les pieds dans le tapis, si j'ose dire, c'est Olivier Véran. D'ailleurs, il a été rattrapé par la patrouille. C'était le premier extrait que vous avez mentionné, où il avait même dit une fois, il y aura 2 millions de retraités qui atteindront ces 1 200 euros de retraite minimale. Et donc, nous, ça faisait plusieurs jours qu'on demandait des éclaircissements. Il nous disait, non, c'est compliqué, on ne peut pas les avoir, on verra plus tard, etc. Et donc, moi, le matin, je prends mon café en écoutant la radio, et il dit, on m'a donné des prévisions hier soir, et je peux vous dire maintenant que ce seront 40 000 nouveaux retraités chaque année, dit-il, qui bénéficieront de ce montant. Et donc, je me dis, s'il a des prévisions, c'est donc que quelqu'un les a produites, et j'use de ce pouvoir de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale. Et donc, je me rends à la direction de la sécurité sociale, qui est une des directions éminentes du ministère de la Solidarité. C'est elle qui pilote toutes les finances sociales et qui, notamment, écrit le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, je vais très poliment, mais fermement, demander de me communiquer les prévisions qui ont manifestement été transmises quelques jours auparavant, quelques heures auparavant au ministre pour qu'il puisse faire son annonce. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, face à moi, j'ai le directeur de la sécurité sociale, qui est un haut fonctionnaire respectable et qui, avec beaucoup de franchise, me dit nous n'avons rien transmis au ministre ces dernières heures et ces derniers jours. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, c'est aussi très franc, nous nous posons nous-mêmes la question de savoir d'où sort ce chiffre de 40 000 bénéficiaires, en tous les cas de nouveaux retraités qui chaque année atteindront les 1 200 euros. Et donc à ce moment-là, moi je pose, je creuse et je dis, mais donc sur la base de quelles données, qu'est-ce que vous avez transmis ces derniers temps, ou même depuis le début de la réforme? Et donc là, ils me sortent les différents documents préparatoires à la réforme, notamment celle sur les arbitrages, et eux-mêmes me disent, voilà, il y a une donnée qui ressemble à ça, mais qui n'est pas tout à fait ça. Alors c'est là qu'on rentre dans la technique, hein, les choses sont compliquées, parce que manifestement le chiffre qu'utilise Olivier Dussopt, et ça je l'ai compris dans l'échange que j'ai eu l'après-midi même du 16 février, puisque le matin je fais ma visite inopinée, et à 15h je reviens dans l'hémicycle, et fort de ce que j'ai vu, je l'interpelle. Il est pas très content, c'est à ce moment-là qu'il me dit que je perds les pédales. Après, ce sera excusé de cette formule, mais je comprends dans sa réponse qu'il utilise un chiffre qui ne correspond pas à cette situation. Pour comprendre, en gros, le chiffre qui lui a été communiqué, et en plus pas l'avant-veille, mais depuis la mi-janvier, donc en fait, il a cette donnée depuis la mi-janvier, c'est qu'il y a en effet 200 000 retraités nouveaux retraités qui vont bénéficier d'une revalorisation comprise entre 0 € et 100 €. Et lui, il utilise la frange de ceux qui vont atteindre la revalorisation maximale de 100 €. Et il y a en effet 40 000 qui vont atteindre la revalorisation maximale de 100 €, mais pas l'année prochaine, mais à l'horizon 2034-2036, puisque ça concerne la génération 1972. Je la connais, c'est la mienne. Hein. Moi, je suis de 72. Donc, quand je serai à l'âge de la retraite, en 2034 ou en 2036, selon qu'il y a un report de 2 ans ou pas, il pourra à ce moment-là, en effet, y avoir 40 000 personnes qui toucheront la revalorisation maximale de 100 €. Mais moi, ce que je me procure comme chiffre, c'est qu'en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, et comme lui-même avait dit, chaque année, on s'attend à ce que ce soit dès l'année prochaine, c'est uniquement 13 789 personnes qui en bénéficient. Donc ça, c'est déjà les 2 premières erreurs factuelles. Ce n'est pas l'année prochaine et ce n'est pas 40 000 personnes. Mais surtout, et c'est là le plus grave, c'est que ce chiffre, et ça m'a été confirmé par la direction de la sécurité sociale, le chiffre des gens qui ont une revalorisation maximale, ça ne veut pas dire qu'ils atteignent les 1 200 €. Vous pouviez avoir, par exemple, 1 080 € de pension minimale auparavant, avec la pension, avec les 100 € maximum, vous serez à 1 180 et donc vous ne serez pas au fameux 1 200 € de retraite minimale. Et donc au moment où je vous parle, on ne sait toujours pas, je persiste à le dire, on n'a toujours pas un chiffre avéré, conforté, consolidé, qui permet de dire combien de personnes vont bénéficier de ces 1 200 € de retraite minimale. C'est la raison pour laquelle, après ces échanges parfois un peu houleux dans l'hémicycle, moi j'ai écrit une lettre qui synthétise tout ça. Je l'ai rendue publique, elle est sur mon compte Twitter, où je me suis adressé à Olivier Dussopt en disant, écoutez, maintenant, il faut que vous nous disiez d'où sortent ces chiffres, qui vous les a communiqués et quelle est la source qui permet d'avérer tout ça, plutôt que de me répondre, je le disais tout à l'heure, cette réponse hallucinante qui est de dire
je n'ai pas à rendre compte de la manière dont je calcule mes prévisions. Parce que vous vous rendez compte, ça devient terrible. Ça veut dire qu'un ministre, il balance un chiffre et il dit « croyez-moi ». Voilà. Et l'appareil administratif, tout l'appareil statistique, ben, on s'en fiche. On met en avant le chiffre qui m'arrange, qui m'intéresse, au moment où ça m'intéresse. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Des femmes qui ont élevé des enfants et qui ont donc eu des trimestres de validité, ben, ça va être annulé par le report. Et ce chiffre-là, on n'arrive pas non plus à l'avoir parce qu'il est assez explosif. Parce que, et moi, je continue mes investigations pour essayer d'avoir ce chiffre. Et j'aimerais bien l'avoir notamment avant le 8 mars, parce que je pense que dans la semaine où le débat sera au Sénat, il y a le 8 mars au milieu. Et l'intuition qu'on a tous, et c'est plus qu'une intuition, quand on parle avec les chercheurs, avec les économistes, c'est que celles qui cotisent le plus pour cette réforme, ce sont les femmes. C'est d'ailleurs un chiffre que j'ai, pour le coup, réussi à obtenir, parce qu'il ne figurait pas dans l'étude d'impact. On nous dit que c'est pour faire 17,7 milliards d'euros d'économies. Donc moi, j'ai demandé qui porte ces économies. Et on m'a confirmé que pour environ 60%, c'est-à-dire 11 milliards d'euros, ce sont les femmes qui portent le plus gros de l'effort. Et je continue à gratter et à creuser pour voir notamment ce qu'on appelle par décile, par niveau de revenu, pour parler de manière simple et concrète, concrètement, quelles sont ces femmes. Et là aussi, l'intuition, et c'est plus qu'une intuition, c'est que c'est les femmes des catégories populaires, mais aussi des classes moyennes, qui vont supporter le plus le coût de la réforme, notamment parce que ce sont elles qui vont avoir un allongement moyen de leur durée au travail, parce que là, on nous dit pour l'instant, c'est en moyenne 9 mois de plus pour les femmes et 5 mois pour les hommes, mais une moyenne, ça masque des extrêmes qui sont là pas forcément petits en termes de volumétrie. Donc voilà, on a continué à mettre la lumière, donc c'est pour ça que j'avais utilisé cette image. Pour la petite histoire, c'est une image qu'on utilisait quand moi je faisais campagne avec d'autres pour le non à la Constitution européenne en 2005, où on essayait en effet d'éclairer chacun des articles du TCE en regardant concrètement les conséquences qu'il allait avoir sur les gens. Et plus on en parlait, plus les médias en ont parlé, plus les journalistes en ont parlé, plus l'opinion publique s'est retrouvée armée pour pouvoir elle-même être chacun des salariés, des retraités, des jeunes, être le meilleur ambassadeur et maintenir ce haut niveau de rejet de la réforme dans l'opinion publique. Et Jérôme Gage, est-ce que Olivier Dussopt a répondu à votre lettre ? Pas encore. Pas voilà. encore. Donc, moi, j'ai rempli mon courrier et franchement, je ne vais pas les lâcher parce que je pense que c'est aussi une exigence démocratique. Quand on fait une réforme, nous, on apprend ça quand on est parlementaire. On nous dit, vous devez questionner l'impact de chacune des décisions que vous prenez. Et là, on voit que sur des pans entiers, on n'a pas de réponse précise sur des choses, a fortiori, qu'eux-mêmes ont beaucoup mis en avant. Je prends toujours cette comparaison, parce qu'elle est parlante, parce que les milliards, au bout d'un moment, ça ne parle plus à qui que ce soit. Vous et moi, si vous avez un crédit immobilier ou un loyer de 1 000 euros par mois, et qu'il vous manque à la fin du mois 40 euros, eh ben, vous ne vendez pas votre maison, vous ne déménagez pas, vous essayez de trouver une solution. Pour ces 40 euros, parce que c'est 4% de ce qui vous manque pour rembourser. Eux, c'est exactement ce qu'il faut. Ce qu'ils font pour un déficit au maximum de 4% de ce qui est versé, ils passent tout par-dessus bord, en l'occurrence en levant un impôt sur la vie des gens de 2 ans, alors qu'il y a une palette de solutions, et on a essayé de faire la démonstration avec tous les parlementaires de la NUPES, c'est tous les amendements, qui ne sont pas des amendements d'obstruction, mais notamment quand on a présenté après l'article 2 la taxation des super-profits, la taxation des dividendes, la taxation des retraites chapeaux, les distributions gratuites d'actions, revenir sur les exonérations de cotisations sociales qui ne servent à rien, qui n'ont aucun impact sur l'emploi ou sur l'investissement et qui se traduisent par le fait que le paradoxe en France, c'est qu'on a un niveau de prélèvement sur les entreprises. Vous rendez-vous compte, cette réforme des retraites, c'est la première fois qu'on ne met à contribution que les salariés. Qu'attendez-vous du Sénat qui penche assez fortement à droite ? Moi, j'attends de mes collègues sénateurs, communistes, écologistes, socialistes, qu'ils continuent à mener cette bataille, alors avec un style et d'abord un calendrier qui est différent, mais qui puissent aussi enfoncer le clou et que ça infuse dans le débat public qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas solides, qui ne sont pas nécessaires. C'est la raison pour laquelle
Moi, je suis d'ores et déjà en contact avec plusieurs sénateurs pour les alimenter des propres données que je continuerai à obtenir, et que ce débat au Sénat, il prépare, en tout cas, il alimente ce qui va être quand même le moment clé, on va pas se mentir, qui est la journée du 7 mars. Oui. Parce que, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport de force qui déterminera la suite des opérations. Et ce rapport de force, il est d'abord et moi je suis très content que les organisations syndicales aient expressément indiqué que ce rendez-vous-là, il se prolongerait, qu'elles souhaitaient que le pays soit bloqué. Alors bien sûr, ça fait peur, mais à un moment donné, c'est ce rapport de force. Il est sain, il est légitime, il doit être pacifique, il doit être non violent évidemment, mais il y a des moments où, face à l'entêtement d'un gouvernement qui dispose en plus des outils institutionnels, parce que entre le 49.3 possible, le 47.1, l'accord surtout politique avec les Républicains, parce que c'est ça qui a justifié en gros la réforme. Ils avaient la certitude d'avoir un accord avec les Républicains. Ils ont eu des frayeurs parce que ça a tangué, y compris au sein des Républicains. Et moi, je ne désespère pas que ce soit pour des parlementaires Renaissance, parce que là, ils doivent retourner dans leur circonscription. Là, c'est entre guillemets, les vacances parlementaires. Mais les uns et les autres sont dans leur circonscription. Et je peux vous dire qu'ils doivent en entendre des vertes et des pas mûres, parce que le niveau de rejet de la réforme dans l'opinion, 70% des salariés, 70% des Français, 90% des actifs, c'est des gens aussi qui croisent leurs députés et qui leur disent « mais tu vas vraiment, ou vous allez vraiment voter ce truc-là ?» Et donc un parlementaire, à un moment, il est tiraillé entre la consigne que lui donne l'Élysée et puis le fait qu'il a des mandants qui ne sont pas favorables à ça. Donc, selon vous, Jérôme Gage, la rue peut, elle, faire reculer Emmanuel Macron ? Continue à prendre. Donc c'est ça que j'attends des sénateurs et surtout de la mobilisation du 7 mars. Et puis après, parce que il faut considérer que si le rejet persiste, même si le texte est adopté, même s'il est validé par le Conseil constitutionnel, moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir une résignation, un abandon. Et on a connu dans le passé des textes qui, même adoptés, votés et promulgués, pouvaient être retirés. Je pense évidemment au CPE. Et ça peut être un des scénarios envisageables. Voilà. Jérôme Gage, vous serez donc dans la rue le 7 mars prochain. Oui. Bien évidemment. En tout cas, la seule fois où j'ai pas pu être dans la rue, ça a été une grande frustration. C'était évidemment le 16 février. Parce que on était en plein dans les dernières heures du débat à l'Assemblée nationale. Et que contrairement aux autres manifs où j'avais pu y aller entre midi et 2 heures, ce jour-là, je terminais ma visite inopinée au ministère de la Sécurité sociale. Donc, je me rattraperai le 7 mars, évidemment, à Paris, probablement. Eh bien, on sera les caméras du média seront là, certainement, et on vous tendra le micro, ça, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Jérôme Gage, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci.